Aujourd'hui, nous allons parler de vos vacances, mais aussi de délégation. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Avec Alexia, on vous a enregistré il y a quelques temps une série sur les vacances et la délégation. Je m'excuse à l'avance pour la qualité de l'enregistrement. À l'époque, on n'était pas dans les mêmes conditions et surtout, on n'avait pas le même matériel. Et il me semble qu'on avait aussi enregistré ce podcast à l'extérieur. Donc j'espère que ça ne perturbera pas trop votre compréhension. Évidemment, ce qui compte, c'est le contenu. Alors, il y a une chose que je voudrais dire avant de vous laisser écouter ce podcast, c'est que vous verrez qu'on vous conseille de vous y prendre bien à l'avance, c'est-à-dire entre 5 et 10 semaines avant votre départ. Donc, si vous aviez prévu de partir dans 2 semaines, je suis un petit peu désolé pour vous, mais il va falloir remettre vos vacances à un peu plus tard. Je plaisante, évidemment. Si vous partez dans 2 semaines, le podcast n'est pas inutile. Simplement, il va falloir que vous alliez à l'essentiel. Et donc, pour aller à l'essentiel, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'écouter tout le podcast, mais surtout d'appliquer les conseils qui arrivent après la première partie. C'est-à-dire que dans la première partie, on fait toute la préparation de la délégation, on fait la liste des choses qu'on pourrait déléguer, pas déléguer, etc. Bon, clairement, si vous partez dans 2 semaines, il faut aller à l'essentiel. Et donc, l'essentiel, c'est à partir de la deuxième partie. Mais rien qu'en appliquant ces choses-là, vous verrez que vous pourrez avancer efficacement à la fois sur votre délégation, peut-être en envisageant de commencer à confier des responsabilités à votre bras droit, et vous passerez aussi, c'est le deuxième avantage, des vacances plus sereines. Et une dernière chose avant de vous laisser à l'écoute du podcast, les abonnés au mail privé recevront dans les jours qui viennent un petit cadeau, si je peux dire, un mode d'emploi sur justement le départ en vacances. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au mail privé, n'hésitez pas à le faire. Je vous explique en fin de podcast comment on fait pour vous abonner. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Alors, les congés arrivent. Vous êtes partagé entre 2 sentiments. Le bonheur de vous arrêter un peu, de vous évader, de passer du temps avec ceux que vous aimez, de changer de rythme. Et la crainte que tout dérape en votre absence, que les mails s'accumulent et qu'on vous dérange sans cesse. Oui, c'est vrai que c'est jamais un bonheur parfait à 100%. Non. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu de vous rassurer à ce niveau-là et même de vous donner des recommandations pour en faire un moment qui va vous permettre d'améliorer votre management. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? En fait, je vais vous proposer d'en profiter pour déléguer davantage et pour augmenter l'autonomie de votre équipe. En fait, les congés, c'est vraiment une occasion en or de faire ce qu'on n'a pas tellement le choix de faire, c'est-à-dire d'apprendre à notre équipe de se passer de nous. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant peut s'appliquer à toute absence de votre part, mais là, en fait, je vous propose d'anticiper. C'est-à-dire que si vous êtes à 5 à 10 semaines du départ en vacances, ce podcast, il est parfait, parce que vous allez pouvoir, sur cette période assez courte, finalement, transformer votre équipe, en tout cas transformer les rapports que vous avez à votre équipe, et du coup, transformer votre équipe. Génial. Donc, je vais vous proposer, en gros, 5 recommandations. La première, c'est les absences sont une occasion de déléguer. La deuxième, c'est de distinguer ce qui est délégable de ce qui ne l'est pas et de nommer un référent dans votre équipe. La troisième, c'est de rester joignable pour tout ce qui n'est pas délégable, mais pas en temps réel. La quatrième, c'est de démarrer votre processus de délégation dès maintenant. Et la cinquième, je vais vous dire ce qu'il faut faire au départ, c'est-à-dire annoncer la couleur, et ce qu'il faut faire au retour, c'est-à-dire oublier de reprendre tout ce qu'on aura délégué sous le prétexte de partir en vacances. D'accord. Alors ton premier point, les absences sont une occasion de déléguer. Oui, en fait, les vacances, c'est la libération ultime du manager quand on y pense. Et c'est un temps nécessaire. C'est indispensable de le faire. Et ça, pour 3, raisons principales. C'est nécessaire à la fois à votre équipe, à votre travail et à vous-même. Alors, au niveau de votre équipe, elle a besoin de savoir fonctionner sans vous. Sans vous voir tous les jours, c'est nécessaire. Je sais que vous vous en rendez pas compte, mais en général,
en étant présent tout le temps, vous leur mettez une certaine pression dont vous vous apercevez pas forcément, et en plus vous les empêchez de prendre de l'autonomie. On en parle dans un podcast qu'on vient de publié qui s'appelle Le Manager Libéré, et j'en parlerai aussi quand on évoquera les freins internes justement à la libération. Mais on croit en général que plus on est présent, c'est pas forcément conscient, mais on se dit si je suis présent, eh ben j'aide. Et en fait c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc je vais pas détailler maintenant, mais voilà, la première raison pour laquelle vous devez prendre des vacances réelles, c'est pour faire du bien à votre équipe. Ok. Et c'est important aussi pour notre travail. Oui, en fait, cette prise de recul, elle va vous permettre de faire le point. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les meilleures idées qu'on a pour le boulot, c'est rarement au boulot qu'on les a. En fait, vous prenez des vacances, et puis là-bas, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au travail, parce que c'est quand même une grosse partie de votre vie, mais vous y pensez d'une autre manière. En fait, d'une manière qui est moins attachée à la routine. En étant loin, vous avez moins conscience des contraintes et des petites tâches qui s'accumulent tous les jours dans votre cerveau. Et ces petites tâches, en fait, elles prennent la place de pensées beaucoup plus grandes et importantes, souvent des pensées qui vont concerner le long terme. Et en général, ces réflexions, d'ailleurs, si vous les notez sur un carnet, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, vous êtes en vacances, vous avez plein d'idées super, on va tout changer, machin, vous notez tout dans un carnet, et puis quand vous rentrez au bureau, vous reprenez conscience de la réalité, des impossibilités, etc. Et finalement, vous n'allez pas mettre en place ce que vous aviez prévu de mettre en place, vous allez en mettre en place que 20%. Mais c'est pas grave, parce que souvent ces 20%, c'est ce qui fait la différence dans votre travail et c'est ce qui fera probablement la différence à l'avenir. En fait, c'est souvent ce qui est important, dont on prend conscience quand on est loin du boulot, et moins ce qui est urgent. Alors quand vous revenez, effectivement, il y a l'urgence qui s'impose à nouveau, mais c'est important que vous gardiez conscience de toutes ces choses importantes que vous avez réalisées. Et ce que je veux dire, c'est que ces réflexions, en fait, elles ne peuvent venir que parce que vous leur laissez la place. Si vous êtes dans le quotidien, si vos pensées elles sont tout le temps focalisées sur tous les petits soucis, les petites échéances à venir, il y a peu de chances que cette réflexion plus stratégique puisse s'épanouir. Or, ça va être de plus en plus important pour vous au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail, au fur et à mesure que vous prenez des responsabilités, d'avoir cette réflexion de fond. Ouais. En fait, quand tu as fait la vidéo sur la gestion des mails, là, c'est ce qu'on vient de publier, tu as évoqué un terme, moi, que j'avais repris du livre Getting Things Done de David Allen, et c'est celui d'avoir le sentiment que notre esprit est calme comme un lac. Quand on est bien organisé, quand on note toutes les petites tâches et qu'on les met de côté, ça permet à notre esprit d'être calme comme un lac. Pas comme un lac qui est criblé de cailloux et dont l'eau va s'agiter dans tous les sens, avec plein de petites choses qui se passent partout, mais comme un lac qui est calme. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir une idée, elle va avoir de la place pour se développer à l'intérieur de votre esprit. Vous allez pouvoir être plus créatif et plus penser à l'avenir. Et bien le cerveau c'est pareil, s'il est criblé d'une multitude de petits soucis, d'interruptions, de rappels quotidiens, etc., il y a peu de chances que la réflexion calme et de fond puisse s'installer. En vacances c'est pareil, si vous êtes en permanence à nouveau plongé dans le quotidien de votre boîte parce qu'on vous appelle sans cesse ou parce que vous vous appelez sans cesse, ça va être comme au bureau, vous ne pourrez pas prendre de recul. Et je suis pas, je pense, le seul à dire que les bonnes idées, souvent, elles viennent en faisant complètement autre chose que le boulot, en lisant un roman, en visitant un musée, un château, en faisant du sport, en étant dans sa famille, etc. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, c'est super important pour notre équilibre. Oui, c'est le troisième point, c'est que, alors je ne veux pas me mêler de votre vie personnelle, mais on sait quand même bien que les personnes les plus équilibrées entre leur vie professionnelle et leur vie privée sont les plus efficaces. C'est indispensable de se retirer de temps en temps, de changer de rythme, en fait, de vous donner du temps à vous et puis à ceux qui vous sont proches. Et aujourd'hui, avec les téléphones portables, les mails, le Wi-Fi qui est maintenant présent partout, etc., c'est très très facile de continuer à bosser, de rien changer, même quand on est en vacances. On sait, on va pas épiloguer là-dessus, mais si vous pensez que vous pouvez pas couper d'avec votre boulot pendant 1 à 3 semaines, il y a un sérieux problème, je vous le dis, il faut vraiment vous poser des questions. Bon, mais ici c'est Outils du Manager, on va pas rentrer dans le détail de votre vie privée, etc. On va pas épiloguer sur votre vie personnelle et votre développement. On va quand même vous dire que si vous rentrez crevé de vos vacances, c'est pas la peine de partir. Et donc, on va vous dire que c'est une occasion en or de développer davantage la délégation. Et bien sûr, puisque c'est Outils du Manager, on va vous dire comment faire. Ok, alors on va commencer par ta partie 2, distinguer ce qui est délégable de ce qui ne l'est pas, et nommer le référent. Oui, en fait, on va parler du service minimum qui va être nécessaire pendant que vous êtes absent.
Et je vais vous parler de 3 sujets, des sujets brûlants du moment, des rôles que vous ne pouvez absolument pas déléguer, et du reste qui sera à déléguer. Ensuite, on verra à qui déléguer, ce qui est délégable et ce qu'on fait de ce qui n'est pas délégable. Donc la première chose que vous allez faire maintenant, c'est de noter les sujets brûlants en cours, c'est-à-dire ce qui mobilise de manière exceptionnelle votre service, votre département, votre entreprise actuellement. C'est-à-dire des sujets en cours qui sont stratégiques ou primordiaux et qui sortent de la routine. La routine, on verra après. Donc c'est vraiment le truc auquel il faut penser avant de regarder dans votre fonction et dans votre quotidien ce qui peut ou pas se déléguer sur le long terme. C'est vraiment des choses peut-être inhabituelles, et même si normalement c'est des sujets qui sont moins chauds pendant la période estivale ou pendant les vacances, il faut quand même les regarder. Donc je vous parle de ça parce que le risque, si vous ne faites pas ce travail-là, c'est que vous fassiez tout bien comme on fait d'habitude la délégation, c'est-à-dire regarder votre fiche, je vais en parler après, regardez votre fiche de fonction, regardez vos collaborateurs, etc. Bien tout déléguer, et en réalité rester complètement connecté avec votre boulot parce qu'il y a justement ces sujets exceptionnels qui vont ressurgir et auxquels vous n'aurez pas pensé. Donc je parle de bien de choses qui ne sont pas habituelles dans votre fonction. Par exemple, une fusion en vue avec une autre entreprise ou une autre équipe, ça peut être le déménagement de votre entreprise, l'intégration d'une nouvelle personne qui vient d'arriver juste une semaine avant que vous quittiez votre service, etc. Donc ces choses-là, vous allez les mettre dans une liste qu'on va appeler non délégables. Et là, on va faire du cas par cas, parce que tout n'est pas possible, mais vous allez quand même vous poser les questions suivantes. Est-ce que le projet dont on parle, ce projet exceptionnel, il peut être suspendu pendant mon absence? S'il peut être suspendu pendant mon absence, vous l'enlevez de votre liste, puisqu'il ne sera pas présent pendant votre absence. Ensuite, est-ce que je peux anticiper pour que ce soit le cas? C'est-à-dire, est-ce que je peux anticiper, préparer les choses pour que pendant mon absence, je n'ai pas besoin d'y revenir? Et dans ce cas, vous allez aussi l'enlever de la liste non délégables. Et s'il ne peut pas être mis en suspens ni anticipé, vous allez, pour ce projet, vous poser les mêmes questions que pour le reste de vos tâches. Est-ce que c'est délégable à mes collaborateurs ou pas? Si c'est délégable à mes collaborateurs, ce sera la première entrée dans votre liste à déléguer. Okay. Et sinon, ça va aller dans la liste non délégable. Et en fait, on va voir que tout ce qu'il y a dans la liste non délégable, c'est ce qui va vous embêter pendant vos vacances, et on verra comment on le traite. D'accord. Mais ensuite, il y a notre fonction habituelle. Et là, qu'est-ce qui n'est pas délégable? Alors en fait, c'est la bonne question. En fait, quand on se pose la question de la délégation, la question, c'est pas qu'est-ce que je peux déléguer? C'est qu'est-ce que je peux vraiment pas déléguer? C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir quand on parle de délégation. Quand on se pose vraiment la question, en fait, on est souvent étonné de ce qu'on fait et qu'on devrait pas faire. On se raconte un peu des histoires, genre non mais moi il faut que je remplisse des tableaux de gestion parce que en fait j'ai pas trop le temps d'expliquer à mon assistante, et du coup on continue à le faire. Et c'est ça qui est super quand on parle des vacances, c'est que là vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir vraiment vous poser la question. Vous serez pas là, vous serez facile à joindre parce que sinon c'est pas des vacances, et donc on va se concentrer sur ce qui est vraiment pas délégable et déléguer tout le reste. Et là ça oblige vraiment à faire l'exercice. Alors, qu'est-ce qui n'est pas délégable? C'est ta question. En fait, c'est le noyau de votre fonction. C'est tout ce qui est indiqué sur votre fiche de poste. Donc, ça varie bien sûr selon les postes, mais en général, vous le savez. Et en fait, si vous ne le savez pas, il faut regarder votre fiche de poste, regarder vos objectifs, ou si vous avez ni l'un ni l'autre, réfléchir à ce que votre boss attend de vous, ce que vous devez faire réellement pour atteindre vos buts, c'est-à-dire en fait toutes les tâches que vous effectuez, mais qui sont vraiment reliées aux choses sur lesquelles vous serez jugé. Donc il y a une grande différence entre maximiser le bénéfice, ce qui est un truc super vague, et gérer les autorisations de dépenses de plus de 10 000 €. Et ensuite, vous allez vous poser la question là-dedans, est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut faire cela dans mon équipe? Et pour les choses que vous faites et que personne d'autre ne peut faire, vous allez quand même vous demander si un collaborateur ne pourrait pas être formé pour le faire. Parce qu'au début, vous étiez bien dans cette situation. Il y a des choses qu'on vous a confiées, que vous ne saviez pas faire, vous avez réussi à les faire. Donc il n'y a pas de raison que vos collaborateurs n'y arrivent pas. Et puis, si vous avez encore des doutes sur ce qui est vraiment indispensable que vous continuiez à faire, vous pouvez tout à fait discuter de cette analyse avec votre N+1, votre patron, votre manager à vous, pour éviter vraiment de déléguer tout domaine où il estimerait que la délégation est inappropriée. D'accord. Et en fait, la question, c'est pourquoi on me paye? Quelle est la chose importante qui s'arrêterait si je partais?
Qu'est-ce que mon patron n'accepterait pas que je délègue? Et donc, vous allez faire une liste de ces choses-là. Toutes les grosses choses importantes que vous ne pouvez absolument pas déléguer. Et en fait, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et dans cette liste, il y aura encore des choses en fait, ces choses, elles seront très certainement reliées au long terme. D'ailleurs, plus vous allez être haut dans la hiérarchie de l'entreprise, plus vous allez avoir de responsabilités, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre liste de choses indélégables ou non délégables, en fait, ce sont des choses long terme. Donc, ces choses qui sont long terme, elles ne nécessitent pas une action quotidienne. Donc, par exemple, ces choses long terme, ça peut être recrutement. Je suis chargé du recrutement dans mon équipe. Ou bien déterminer les budgets. C'est moi qui fixe le budget, enfin qui présente le budget de mon équipe, donc qui le fixe ou qui le propose à la direction. Ou bien déterminer la stratégie de mon service. Donc vous voyez bien que ces éléments, qui sont du long terme, ils ne vont pas être changés ou mis en action pendant votre congé. Donc, effectivement, c'est pas du délégable, donc vous pouvez pas le déléguer, mais en même temps, si vous partez 2 semaines, il va rien, et que vous n'agissez pas sur ces 2 ou 3 éléments, il va rien se passer. Donc, ces choses-là, elles vont pas rentrer dans votre liste de choses à déléguer, mais elles vont pas rentrer non plus dans la liste de choses que vous ne pouvez pas déléguer, dont vous devez vous occuper pendant vos vacances. Et vous verrez qu'en fait, il va pas rester grand-chose finalement. Et puis c'est important de le conscientiser justement pour avoir cet esprit lisse comme le lac, de se dire bon ben voilà ça c'est pas un sujet pendant que je suis en vacances. Voilà. C'est un sujet important, mais c'est un sujet en suspens. Voilà, ouais. Et on peut pas me demander de le faire pendant mes vacances, et je ne peux pas le déléguer, mais c'est pas grave puisque de toute façon je n'ai pas à le faire pendant mes vacances. Et ça n'a pas à avancer pendant les vacances. Donc en fait il va vous rester des choses un peu plus court terme, mais qui sont quand même importantes, concrètes, du style c'est moi qui signe toutes les dépenses de plus de 500 €. Donc pendant mes vacances, qu'est-ce qui se passe pour ces dépenses de plus de 500 €? Je peux pas laisser ça en suspens, mais j'ai pas envie qu'on m'appelle toutes les 5 minutes pour me demander ça. Participer au comité de direction hebdomadaire pour présenter les ventes. Peut-être que c'est indélégable, ou pas, je sais pas. Contrôler les fiches de frais, des choses comme ça. Et en fait, une fois que vous aurez fait cette petite liste qui reste, vous allez encore réfléchir. Et vous allez quand même vous dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment normal que ce soit moi qui m'occupe de ça? Et à quel seuil? Par exemple, ouais d'accord, je peux pas signer les dépenses de plus de 500 €, mais est-ce que pendant les vacances, exceptionnellement, ça peut pas aller directement à mon patron? Ou est-ce que pendant les vacances, on peut pas dire on va un peu monter le seuil, ou des choses comme ça? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment indispensable que ce soit vous et à ce niveau-là? Et à nouveau, vous allez transférer des éléments de votre liste non délégable vers votre liste à déléguer. Donc, à la fin quand même de votre réflexion, vous allez quand même avoir une liste de choses non délégables et vous allez être en fait devant ce qui va vraiment poser problème quand vous serez absent. C'est une liste avec des actions qui constituent le noyau de votre fonction et des actions à faire qui concernent des gros projets du moment et qui ne sont pas délégables, ni long terme. Donc vraiment, ça va pas être une grosse liste. Ok. Et donc on fait quoi alors avec cette liste? Alors rien. En fait, avec cette liste, pour l'instant, vous allez la mettre de côté, on va en parler plus tard, mais c'est pas le plus urgent. Je vais en parler tout à l'heure. En fait, c'est les trucs dont vous n'avez pas le choix, que vous allez devoir, pendant votre absence, réserver à des créneaux de travail. Voilà, je peux vous dire ça pour l'instant. Malheureusement, il y a peut-être des choses incompressibles que vous allez être obligé de continuer à gérer pendant vos vacances, mais on n'en est pas là. En fait, ce qui est hyper important à partir de maintenant, c'est ce qui va vous demander de l'anticipation, puisque vous êtes quand même bien avant vos vacances, et donc c'est maintenant qu'il faut vous occuper de tout ce qui est à déléguer. Et ça va pas vous prendre beaucoup de temps, je vous le promets, mais ça va s'étendre sur une période qui est assez importante, et c'est pour ça que vous devez anticiper. Vous allez maintenant faire la liste de ce que vous allez déléguer. Elle est commencée, on a commencé à la remplir tout à l'heure, puisqu'il y a des choses en fait qui sont venues spontanément dans votre tête, que vous savez que vous faites régulièrement, des choses qui viennent de votre fiche de fonction mais en fait qui sont délégables, etc. etc. Mais vous avez probablement oublié un tas de choses. En général, on a sur notre fiche de fonction ce qu'on doit faire, et quand on regarde notre agenda, nos mails, nos sujets de tous les jours, on se rend compte qu'en fait on fait plein de trucs qui ne sont pas dans nos fiches de fonction. Et c'est ça le plus important. Et donc vous allez prendre votre agenda et regarder déjà ce qui est noté, vos rendez-vous. De la semaine dernière, de la semaine d'avant, de la semaine à venir et de la semaine suivante. Et vous allez prendre aussi vos listes de tâches.
effectuées pour les semaines précédentes. Si vous travaillez avec une liste de tâches, c'est quand même plus simple. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir une liste de tâches, c'est pour ça qu'on a des podcasts là-dessus. Parce que ça vous permet en fait de visualiser votre travail. Et puis vous allez éventuellement scanner vos derniers mails. En fait, tout ce qui représente le travail que vous faites dans une journée. Et pendant quelques jours, vous allez vous balader avec votre liste là, et puis à chaque fois que vous allez faire un truc en vous disant « Ah bah tiens, ça c'est un truc que je peux déléguer », vous allez le noter aussi. Donc au bout, je dirais, de quelques jours, vous allez avoir votre liste de délégation. Et c'est ça qui est important. Ok. Et alors à qui allons-nous déléguer tout ça ? Tu nous parles d'un référent. Alors en fait, ouais, le référent, c'est un truc qui est important dans le cadre de votre départ en vacances. En fait, il y a deux choses importantes. Vous allez nommer un référent et vous allez déléguer tout ce qui est possible à votre équipe. Vous allez donc déterminer un référent. En fait, le référent, c'est la personne qui va vous représenter en votre absence et qui va faire le lien entre vous et le travail. Par exemple, vous allez déterminer que dans votre équipe, Jean, ça va être le référent pour tout le monde. C'est à lui que vous allez déléguer le maximum de choses, et en particulier certains pouvoirs de décision. Et dans le cadre d'un départ en vacances, c'est un très gros avantage. En fait, c'est vraiment ma formule préférée, parce que c'est plus simple et c'est plus clair pour tout le monde, et pour vous. Plus vous avez d'interlocuteurs, plus ça va être compliqué d'endiguer à la fois votre volonté de leur parler et à la fois leur volonté de vous contacter. Quand vous focalisez sur une seule personne, c'est vachement plus simple, et en plus, vous avez un responsable en face de vous. Et c'est important. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas déléguer à d'autres collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et leurs appétences pour tel ou tel domaine. Par exemple, le contrôle des notes de frais, il ne va peut-être pas aller à Jean, parce que Valérie, elle est beaucoup plus administrative que lui. La présentation au comité de direction, il va aller plutôt à votre meilleur communicant, et ainsi de suite. Ok. Alors là, on est du coup dans ta troisième partie. Rester joignable pour ce qui n'est pas délégable, mais pas en temps réel. C'est un peu le rôle du référent. Voilà. En fait, vous allez prendre la liste de ce qui n'est pas délégable. Là, quand vous serez parti, c'est juste pour vous expliquer le rôle du référent. Et qui ne peut pas attendre votre retour. Donc la première question que vous allez vous poser, c'est quand même, dans ce qui n'est pas délégable, est-ce que je peux le transférer à un collègue ? C'est-à-dire quelqu'un qui a le même poste que moi, le même genre d'équipe, etc. Ça, c'est une des solutions idéales, mais malheureusement, c'est un cas assez rare, parce qu'en fait, vous soyez dans une grande structure, avec des services, je dirais, en miroir, ou des services parallèles, etc. Et c'est vrai que quelquefois, avant de se dire, bon, bah ça, c'est pas délégable, donc je vais encore m'en occuper à travers les infos que va me donner mon référent, etc., je peux peut-être tout confier et puis m'en occuper. Mais bon, 1, il faut avoir ultra confiance dans cette personne-là, 2, il ne faut pas qu'elle soit débordée, 3, il ne faut pas qu'elle soit en vacances, et 4, il faut qu'elle existe. C'est pas forcément le cas. Donc en fait, pour le reste, pour ce qui n'est pas délégable, vous êtes obligé de vous y coller, mais pas n'importe comment. D'abord, je le disais tout à l'heure, si vous le pouvez, et c'est vraiment mon conseil, vous allez garder un seul interlocuteur dans votre équipe qui va centraliser les demandes et les choses, et c'est le référent. Ok, mais on a peut-être un peu peur de faire des jaloux, ou bien on n'a pas forcément quelqu'un en tête, ou on peut avoir peur qu'ils se disent « Oh, bah, dis donc, il est gonflé, il m'en rajoute plein », enfin voilà. Ouais. Alors, il est gonflé, il en rajoute plein, c'est ce que tout le monde vous dira quand vous essaierez de déléguer des choses, et on en parle dans le podcast sur la délégation. Après, le fait que vous n'ayez pas quelqu'un en tête, ça j'y crois pas tellement. Je pense que dans votre équipe, il y a forcément une personne, alors vous n'êtes pas vraiment posé la question, mais qui sort un peu du lot, mais il y a forcément quelqu'un qui sort un peu du lot, question confiance ou leadership. Et si c'est pas le cas, il faut que vous identifiez cette personne. Même si elle n'est pas parfaite, il faut quand même que vous sachiez dans votre équipe qui est plus ou moins, entre guillemets, votre bras droit. Même si c'est pas officiel, même si c'est pas annoncé, je pense que si vous vous posez la question, là vous visualisez quelqu'un. Et quant à l'histoire de faire des jaloux, alors moi franchement je me poserai pas cette question, et vraiment si c'est un souci, vraiment si vous êtes certainement instable de profil si vous posez cette question-là, et ben éventuellement vous pouvez promettre un roulement à vos collaborateurs, c'est-à-dire de dire que le référent, cette année, ou je dirais ce trimestre-ci c'est Paul, mais le trimestre prochain ce sera Jean, et ainsi de suite. Pourquoi pas ? Mais voilà, la jalousie, ça se traite en un à un, on en parle, on écoute, on s'explique, vous allez avoir un petit peu de temps, puisque là vous n'êtes pas à la veille de votre départ en vacances. Ok.
Mais cette personne, alors elle doit avoir des qualités de manager ou un intérêt pour ça, ou peut-être qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a du temps libre. Alors non. Alors le temps libre, c'est pas le bon critère. Il y a un dicton qui dit qu'on fait toujours le boulot à la personne qui a le moins de temps pour le faire. Bon, c'est un dicton, donc c'est un peu excessif, mais quand même ça veut dire quelque chose. On est en fait, parce qu'on est parfois débordé, parce qu'on est mal organisé. Mais en général, le meilleur de votre équipe, c'est quand même rarement celui qui est le plus inoccupé. Ou alors il y a un grave problème, c'est que vous ne confiez pas les choses importantes à la bonne personne. Donc non, malheureusement, ce ne sera pas la personne qui a du temps libre. En fait, pour choisir la personne, alors tu disais avoir des qualités de manager, bien sûr, ça gâche rien, au contraire, c'est très bien. Mais en fait, vous allez surtout mettre l'accent sur la confiance que vous avez en cette personne. C'est le plus important. Parce que si vous avez confiance, vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir envie de le contrôler. Donc la confiance que vous avez en elle, et aussi sa capacité d'écoute vis-à-vis des autres, c'est-à-dire sa qualité de communicant en interne. C'est pas forcément un grand communicant en externe, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des grandes présentations, mais c'est plutôt quelqu'un qui fait le lien, ou qui est sympa, ou bien qu'on va voir quand on a des questions à poser, etc. etc. C'est le genre de personne que vous allez chercher. Et vous allez être bien clair vis-à-vis de votre équipe sur ce fait. La personne, pendant la période où vous êtes absent, elle va avoir le devoir de centraliser les choses. Donc vous allez lui donner quand même cette impulsion, j'y reviendrai en disant aux autres, attention, pendant que je suis pas là, c'est Jean qui va s'occuper de centraliser les choses. Je lui ai confié cette mission, donc c'est pas lui qui a décidé tout seul qu'il allait faire le petit chef, c'est moi qui demande cette chose-là, parce qu'on va mieux fonctionner de cette manière-là. D'accord, oui, c'est vrai que c'est important ça. Et donc cette personne-là sera la seule apte à nous joindre. Oui, mais alors là c'est hyper important, pas n'importe comment. Il y a 4 principes qui doivent être clairs. Le premier, c'est que c'est jamais en temps réel. Le deuxième, c'est que vous allez catégoriquement refuser de répondre à propos de choses que vous avez déléguées. La troisième, c'est que vous allez refuser de répondre aux autres membres de votre équipe. Et la quatrième, c'est que vous allez jamais appeler vous-même pour prendre des nouvelles. Et jamais, c'est vous qui devez appeler. Jamais. D'accord, alors premier point, c'est jamais en temps réel, c'est-à-dire que tu veux pas qu'il t'appelle sur le portable, par exemple. Non, surtout pas. Pendant vos congés, votre portable, il est éteint. Vous devez l'allumer qu'à heure fixe, si vous devez l'allumer. Par exemple, de 16h à 17h, il est allumé. C'est un exemple. Et le but, ça va être uniquement de vérifier si vous avez un message. Pas qu'on vous appelle. Et quand je dis tous les jours, c'est pas nécessaire. Ça peut être 2 fois dans la semaine. Votre référent peut vous laisser des messages. Et il aura l'assurance que vous allez les regarder. Mais il doit limiter ces messages au strict minimum. Si vous ne lui mettez pas de limite, il va vous faire un message. Le risque, c'est qu'il vous fasse un message toutes les 5 minutes et que vous ayez envie d'y répondre toutes les 5 minutes. Donc ça peut être des SMS, des mails. Je pense que les SMS c'est mieux parce que je pense que les mails, il ne faut pas y toucher quand on est en congé. Et l'idéal, ce serait même que vous ne preniez pas votre portable de travail avec vous. Je ne sais pas si vous avez un portable de travail et un portable perso. Évidemment, quand on a un portable perso, le but, c'est pas de donner son numéro perso à son équipe, sauf dans le cas de votre référent. C'est-à-dire que lui, si vous avez 2 portables, c'est normal qu'il ait votre numéro de portable perso. Mais attention, vous devez le briefer à mort sur la manière de l'utiliser. D'abord, il le diffuse à personne, et ensuite, il ne l'utilise que pour vous faire des SMS. Oui, puis ce qui est important, c'est de mettre sur son portable pro un message où on dit voilà. Je suis en vacances, veuillez appeler monsieur machin. Tout à fait, ça j'y reviendrai en fin de podcast. Il y a des choses indispensables évidemment à faire quand on part en vacances, juste avant de partir en vacances, et ça en fait partie. Après, si vous n'avez pas de portable perso, vous utilisez celui du boulot, vous pouvez toujours utiliser éventuellement celui de votre conjoint pour ces SMS spéciaux, mais uniquement pour ça. Donc ça c'est important, il se passe rien en temps réel, parce que sinon c'est trop facile pour eux. Et c'est trop tentant pour vous. Ensuite, vous allez refuser catégoriquement tout message à propos d'une tâche que vous avez déléguée. C'est indispensable. Si la question concerne quelque chose qui a été délégué, vous n'allez pas y répondre. Vous allez dire, mais non, ça, c'est toi qui décides, c'est plus moi. Et ensuite, vous allez répondre à aucun message, aucune sollicitation d'un autre membre de votre équipe. Vous allez les renvoyer systématiquement sur le référent. C'est indispensable. Si vous commencez à accepter des messages d'autres membres de l'équipe, ça va pas marcher. Et puis, hyper important, vous n'appelez pas. Vous n'appelez pas. Vous n'envoyez pas de message. Il faut vraiment que vous ayez du sang-froid de ce côté-là. Souvent, vous savez, ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir compter sur leur équipe, qui reviennent crever des vacances, etc., en fait, quand vous creusez,
que vous vous rendez compte que c'est eux qui appellent. Bah oui, mais forcément, puisqu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur équipe, donc ils appellent. Et moi je dis l'inverse, non. Puisqu'ils appellent, ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur équipe. C'est dans ce sens-là. Vous devez prendre le problème à l'endroit. C'est vous qui générez le manque d'autonomie de votre équipe. Tout le monde peut être autonome. D'accord. Ok, donc une vraie coupure. Mais bon, ça c'est l'idéal. On a parlé aussi de tâches impossibles à déléguer parfois. Et comment on fait alors pour celle-là ? Là, si vous n'avez vraiment pas le choix, mais je pense que pour 90% des gens, il y aura le choix, mais pas tous. Je reconnais que quelquefois c'est pas possible. Ce que je vous conseille, c'est d'organiser un îlot isolé pendant vos vacances pour traiter ces tâches-là. C'est-à-dire que vous allez prévoir un créneau d'1 heure ou plus, selon les besoins, où vous allez vous isoler et vous allez faire du travail. C'est-à-dire que c'est indispensable que vous sépariez bien vacances et travail. Et pendant cet ISO, en fait, vous n'êtes plus en vacances. En fait, malheureusement, vous êtes au travail. C'est pas idéal, mais il vaut mieux que vous en occupiez une bonne fois plutôt que tout au long de vos vacances. Donc, si vraiment ça vous pose un problème, si vraiment c'est trop horrible pour vous de laisser faire les choses, ou si on vous le demande concrètement, vous allez être obligé d'aménager ce moment-là. Mais c'est embêtant. Parce qu'à chaque fois, ça va vous perturber. Si vous devez regarder vos mails, vous allez être tenté de regarder tous vos mails. Si vous prenez quelqu'un au téléphone, vous allez être tenté de lui poser des questions, etc., etc. C'est pas idéal, mais voilà. Je dirais le moindre mal, c'est ça. C'est de vous dire, jeudi 4 août, je sais pas si c'est un jeudi, oui, j'ai une après-midi de travail, c'est indispensable, je suis obligé. Ça démarre à 14h, ça termine à 18h. Je vais utiliser cette plage de temps, mais pas plus, et peut-être pas moins d'ailleurs, comme ça j'aurai épuisé tous les sujets, et après je repars en vacances. D'accord. Et une question bête, on ne maintient pas les 1 à 1 à distance ? Non, c'est une bonne question. En fait, moi, je vous conseille d'éviter de les maintenir. Je pense que personne dans votre équipe va partir ou se plaindre parce qu'il n'a pas son 1 à 1 pendant 3 semaines. Surtout si vous avez mis en place un management basé sur la confiance, etc. Ça va leur manquer un petit peu, mais je dirais que c'est pas insurmontable. Mais après, il peut y avoir des cas particuliers, par exemple pendant les vacances, s'il y a des grosses incertitudes pendant vos vacances, ou si votre équipe est très récente. Dans ce cas, vous pouvez maintenir les 1 à 1 toutes les semaines, ou bien en maintenir un au milieu de vos vacances si vous partez 3 semaines. Et dans ce cas, ça ne va pas être des 1 à 1 tout à fait normaux, vous allez les limiter au minimum. C'est-à-dire vous allez faire que la première partie, c'est-à-dire la partie qui est consacrée à votre collaborateur. Et ils ne devront pas dépasser la durée prévue d'une demi-heure, ça c'est sûr, et je dirais même que 20 minutes, ce serait mieux. Donc vous allez les programmer tous sur une période restreinte, ils n'auront qu'une demi-heure chacun, on ne pourra pas déroger, et une fois que ce sera fini, ce sera fini. Donc il n'y aura qu'une seule partie, votre collaborateur va parler, vous allez répondre à votre collaborateur, et c'est tout. Vous n'allez pas lui demander de nouvelles, vous n'allez pas essayer de lui déléguer des choses, vous n'allez pas repartir dans le travail. Et au besoin, vous allez le recadrer en disant « Non, mais attends, moi je suis en congé, donc ça tu vas décider tout seul, ou bien tu vas attendre mon retour. » D'accord. Mais voilà, mon conseil, c'est de ne pas les faire, quand même. Ouais, ok. Et le référent, on ne prévoit pas un entretien avec lui régulier ? Alors, idéalement, non. Mais ça peut être nécessaire pour les choses dont je parlais tout à l'heure qui sont non délégables. En fait, si vous décidez de le faire, c'est pas 1 à 1, c'est en fait un entretien pour faire le point, et le risque c'est de déborder. Donc il faut être hyper vigilant par rapport à vous et par rapport à vos débordements. Et si jamais il nous appelle pas, qu'il nous fait aucun message, on va stresser, on sera pas rassuré. Justement, en fait, c'est le but. Et en fait, vous allez devoir faire un effort sur vous-même et considérer que tout jour qui va passer de vos vacances sans un SMS et sans appel et sans mail, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de renforcer l'autonomie de votre équipe. Tout jour que vous allez passer sans nouvelles du boulot, c'est un bon jour. Et si c'est vous qui appelez pour prendre des nouvelles, c'est vous qui incitez à la délégation inversée, et il ne faut pas vous plaindre. Et ça montre à quel point vous manquez de confiance en eux et peut-être en vous. Et à quel point vous avez besoin de vous montrer indispensable. En fait, c'est une grosse erreur de management que vous faites si vous appelez pour prendre des nouvelles. Alors, je sais que tous les profils peuvent avoir ce défaut. Les D, dominants, selon le profil disque, les D dominants, en fait, ils veulent être sûrs que ça avance pendant qu'ils sont pas là, et en même temps, ils peuvent presque être vexés parce que ça avancerait en leur absence, en fait. Donc, il faut lutter contre ça.
Les I, en fait, ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent se baigner à nouveau dans le boulot, ils veulent avoir des choses à raconter, etc. Ils veulent être au courant. Les I, c'est les influents. Les S, les stables, en fait, ils veulent aider leurs équipes. Ils se disent, oh les pauvres, ils vont être perdus sans moi, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'ils s'engueulent pas, ah ouais, il y a machin, il n'est pas toujours... Et donc, ils veulent savoir. Et les C, c'est parce qu'ils veulent tout contrôler pour que ce soit bien fait. Donc, ça part toujours d'une bonne intention. Donc, il va falloir lutter. Si vous connaissez votre profil X, ce sera plus facile. Vous allez savoir quelles tendances sont les vôtres et pourquoi vous avez cette envie irrépressible d'appeler. Et donc, il va falloir lutter contre cette tendance. Et la manière dont votre équipe aura réussi en votre absence, ça va être une bonne mesure de votre maturité de manager. Si vous êtes un manager qui manque de maturité, effectivement votre équipe va galérer pendant votre absence. Si vous êtes un bon manager, vous verrez que votre équipe elle va très bien se débrouiller sans vous et ça voudra dire que vous êtes un bon manager. Ok. Alors ta quatrième partie, tu nous dis que la délégation est un processus et qu'il faut donc s'y prendre à l'avance. Oui, c'est pour ça qu'on vous en parle en juin, alors vos congés seront probablement en août. Et il y a 3 choses primordiales à bien comprendre quand on parle de délégation. La première, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps, mais qu'il faut prendre son temps. La deuxième, c'est un processus sans retour en arrière. Et la troisième, c'est que vous allez devoir baisser vos critères d'évaluation. Alors, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais par contre, il faut prendre son temps. Oui, malgré tout ce que vous pensez, déléguer, c'est pas compliqué. Et ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais vous conseiller là maintenant d'écouter notre podcast sur la délégation, parce qu'on va pas faire le podcast complet. On fera probablement un reloaded, parce qu'on en a besoin. Je pense qu'il y a des choses un petit peu à synthétiser un peu plus par rapport au podcast initial et d'autres sur lesquels on va mettre l'accent. Mais je dirais globalement, notre podcast sur la délégation, si vous le suivez, ça va marcher. Mais je vais quand même vous dire, en gros, la délégation, ça se passe bien et en investissant peu de temps si vous respectez certaines règles. En fait, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, vous allez utiliser vos 1 à 1, tout ce qui reste jusqu'à votre départ en vacances, pour suivre votre délégation. Donc ça va vous prendre quelques minutes par semaine au sein d'un rendez-vous qui existe déjà, qui est le 1 à 1. Par contre, ça ne peut pas se faire en une semaine. Vous devez laisser votre collaborateur avancer dans la délégation sur plusieurs semaines. C'est pour ça que je vous demande d'anticiper les choses. Ok. Et en fait, ça nous amène à ton deuxième point, qui est que la délégation est un processus. Ouais, en fait, l'erreur classique en délégation, c'est de considérer que la délégation est effective à la suite de l'entretien que vous aurez eu avec votre collaborateur pour lui expliquer ce que vous attendez de lui. En fait, si vous faites ça, si vous croyez que c'est fini à la fin de l'entretien, vous lui dites maintenant je vais te déléguer ça, vous allez vous planter. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé et que vous avez tenté en fait de vous dire il est nul, ou bien c'est moi qui suis nul, je sais pas déléguer, je suis nul, ou bien ça c'est le truc, je peux pas déléguer. En fait, au bout de quelques semaines, si vous avez fait comme ça, vous avez repris le boulot parce que vous êtes aperçu que malgré le fait que vous lui ayez confié les tâches, en fait ça n'a pas marché comme vous le vouliez et qu'il valait mieux que vous continuiez à le faire en attendant que les astres ou je sais pas quoi soient mieux alignés. Et en fait, en faisant ça, vous avez en fait mis, je dirais, un poids dans le mauvais côté de la balance. C'est-à-dire que vous venez de faire une délégation ratée et c'est embêtant. C'est-à-dire que vous avez fait de la délégation inversée. Vous avez dit, tiens, je te le donne, puis vous avez estimé que votre boulot était fini, et puis en fait, vous lui avez repris en disant, non, t'as vu, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est embêtant. Et plus vous le faites, et plus vous ancrez dans votre esprit, dans celui de votre collaborateur, que vous ne savez pas déléguer, vous ne saurez jamais déléguer. Donc en fait, il y a un truc primordial qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus de délégation, il démarre quand vous faites l'entretien, le premier entretien, et il se termine à la date que vous aurez négocié avec votre collaborateur au moment où il atteindra votre critère d'évaluation que vous aurez fixé entre vous. C'est-à-dire que la délégation, ça ne s'arrête pas au moment de l'entretien de délégation, ça démarre à ce moment-là. Et pendant cet entretien-là, vous allez fixer une date plus tard où vous allez évaluer d'une manière très concrète votre collaborateur en disant, pour pouvoir dire, ça y est, c'est délégué ou bien c'est pas délégué. Et entre ces deux dates, il y aura des étapes intermédiaires de validation. En fait, si ça vous aide de visualiser les choses, si vous êtes quelqu'un de visuel, il faut que vous voyez la délégation comme un train. Il part de la gare 1 pour arriver à la gare 5. Et donc, pour arriver à la gare 5, il va devoir passer par la gare 2, la gare 3 et la gare 4. Et il ne va pas essayer d'aller directement à la gare 5 s'il n'est pas passé par la 2, la 3 et la 4. Et il ne va pas pouvoir faire non plus marche arrière, c'est-à-dire qu'il y a des barrières qui se ferment derrière le train. Une fois qu'il est parti, la gare 1, elle est fermée. On ne peut plus faire marche arrière. Une fois qu'on a validé la gare 2, on va vers la 3, on ne peut plus revenir sur la 3. Et ainsi de suite. Et en ayant cette image-là,
votre objectif, à chaque fois que vous allez revoir votre collaborateur, ça va être de lui dire, bon, est-ce que tu es bien arrivé à la gare 3 ou est-ce que tu es encore à la 2 ? Ça va pas être de lui dire, bon, bah alors ça y est, t'as fini, ni de lui dire, dis donc, tu galères pas, on va peut-être revenir en arrière. Il faut vraiment que vous visualisiez ça comme un trajet. Et ça, il faut bien le faire comprendre à votre collaborateur. Vous devez vous mettre d'accord sur les gares par lesquelles il va passer, et à chaque fois, il y aura un critère pour déterminer si l'étape est franchie, et ça va se faire au cours de chaque 1 à 1. Ok. Oui, puis en plus, si le collaborateur sent qu'il progresse, ça renforce sa confiance en lui. Absolument. Alors que quand on reprend la délégation, qu'on fait de la délégation inversée, il perd confiance en lui, puis lui redéléguer quelque chose par la suite, très très difficile. Et vous perdez aussi confiance dans votre capacité à déléguer. Ouais. Et tu nous dis qu'il faut par contre baisser nos critères d'évaluation. Oui, parce qu'en fait l'autre erreur classique, je dirais, c'est que la pente elle soit trop raide. Si on prend toujours l'image de la gare, c'est-à-dire que vous lui mettiez la barre trop. Si vous jugez sa performance en fonction de la vôtre actuellement, c'est-à-dire que si dès le début vous voulez qu'il soit aussi performant que vous maintenant, ça va pas marcher. En général, ce qui se passe, on délègue. On est très à l'aise dans la tâche qu'on délègue, on se dit qu'elle est simple, puisque nous on y arrive facilement, on la délègue, et puis au bout de quelques semaines, on se dit mais il est nul, il met vachement plus de temps que moi, etc. Et on reprend la tâche à nouveau. Mais en fait, notre référence pour fixer le critère d'évaluation, ça doit être votre niveau quand vous avez commencé la tâche. Ça fait des années que vous pratiquez cette tâche. C'est normal que vous soyez super bon. Lui, il démarre. Donc en fait, il faut que vous vous souveniez comment vous étiez quand vous avez démarré déjà. Et c'est de là que vous allez partir. Et là, votre performance sur la délégation, ça va pas être de faire que votre collaborateur soit aussi bon que vous dès le début. Ça va plutôt être qu'il soit au niveau acceptable dans 4 semaines. Au niveau acceptable. Et c'est très rapide quand on y pense. S'il est à un niveau acceptable dans 4 semaines, alors que vous avez été à un niveau acceptable au bout d'1 an, vous avez été vachement meilleurs tous les deux dans la délégation. Et en plus, ce niveau acceptable, ça tombe bien, parce que ça va être le niveau qui est suffisant en période de ralentissement de l'activité, ce qui est le cas pendant les vacances. Donc ça vous permet de ne pas mettre la barre trop haut. Donc je vous dis, le niveau de départ, c'est votre niveau de départ quand vous avez commencé. Et le niveau d'arrivée, c'est même pas votre niveau actuel, c'est le niveau acceptable pour que ça marche à peu près bien. Soyez super soft sur les objectifs. Sinon, vous allez vous planter. Le train, il va pas réussir à monter, ça va être trop pentu et il va s'arrêter à la gare numéro 1 et vous n'arriverez jamais à le redémarrer. D'accord. Et alors, par quoi on commence pour mettre en place notre délégation ? Donc, il y a 4 étapes préalables au processus de délégation. Il y a votre réflexion préalable, le choix du référent, la délégation aux autres personnes de votre équipe et l'entretien de démarrage. Donc la réflexion préalable, c'est déjà de faire un planning à rebours par rapport à votre départ. C'est dans combien de temps votre départ ? Et vous allez regarder les étapes et remonter le temps. Il vous faudra programmer une réunion de démarrage, utilisez vos 1 à 1 pour tout mettre en place. S'il vous reste que 4 semaines, il faut démarrer tout de suite parce que c'est assez juste 4 semaines. Et vous allez devoir vous concentrer sur l'essentiel. Ensuite, vous allez faire l'exercice que j'ai décrit en début de podcast. Vous allez lister les projets chauds. Ensuite, vous allez déterminer dans ces projets ce que vous ne pouvez pas anticiper ou déléguer et mettre ce que vous pouvez déléguer dans la liste adéquate et ce que vous ne pouvez pas déléguer dans une autre. Ensuite, vous allez lister dans votre fonction ce qui est non délégable, le mettre dans la liste du non délégable, sauf les choses qui sont du long terme. Ensuite, vous allez faire la liste de ce qui est délégable. Et c'est ça votre base de travail. Là, vous aurez la liste des choses qu'il faut déléguer. Ensuite, vous allez déterminer votre référent. Je vous ai donné les critères. Normalement, vous devez avoir quelqu'un en tête, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous allez vous baser sur la confiance que vous avez dans cette personne. Vous allez prendre la liste des tâches à déléguer et regarder qui pourra faire quoi en privilégiant votre référent. Ensuite, vous allez peut-être vous rendre compte que votre référent fait actuellement des choses qui pourraient être confiées avec plus d'efficacité à un autre collaborateur. Et là, il ne faudra pas hésiter à transférer la tâche pour faire un peu de place dans l'emploi du temps du collaborateur. Donc voilà, vous aurez clairement identifié votre référent, listé les tâches à déléguer et à qui. Ok, et du coup, ça y est, c'est le moment de l'entretien de démarrage. À votre prochain ou bien en cours d'un entretien spécifique, si vous voulez un petit peu isoler la chose, vous allez parler de tout ça à votre référent. Vous allez lui dire un truc du style, c'est un petit peu le modèle de la délégation, que je vais vous dire, Paul, je vais avoir besoin de ton aide. En fait, j'ai pensé à toi parce que je te fais confiance, et puis que je sais que les autres dans l'équipe apprécient ton boulot. Et donc, en fait,
voilà ce que je voudrais que tu fasses, dans 1 mois et demi, je vais m'absenter pendant 3 semaines, et j'aimerais que pendant ce temps-là, tu sois mon référent et le référent de l'équipe. Est-ce que ça t'intéresse ? Une fois que vous aurez eu son adhésion, vous allez lui permettre de poser des questions, vous allez lui permettre de rentrer dans les détails, vous allez lui donner des détails, et vous pourrez annoncer la chose à l'équipe en réunion d'équipe. Et là, soyez clairs, vous avez décidé de renforcer leur autonomie, de développer la délégation pour que tout le monde devienne meilleur dans l'équipe. Clairement, il faut que ce soit un événement positif. C'est pas « oh là là, je m'en vais en vacances, je veux pas que ce soit le foutoir comme d'habitude ». Non, on va profiter de mon absence, ça va durer 3 semaines, et comme je vous fais confiance, ça va nous permettre d'investir sur l'équipe, vous allez pouvoir grandir pendant cette période-là. Ok. Et ensuite, on va démarrer les délégations personne par personne. Donc là, on a un podcast complet là-dessus que je vous encourage à écouter avant de démarrer parce qu'en fait, il décrit toutes les étapes de l'entretien de délégation, mais je vais vous les donner les étapes. La première, c'est ce que j'ai fait un peu tout à l'heure quand je vous ai parlé de Paul. La première, c'est d'indiquer que vous avez besoin d'aide à la personne, on est en 1 à 1. Lui expliquer pourquoi vous lui demandez à elle et pas à une autre. Ensuite, vous allez demander une acceptation spécifique avant de rentrer dans les détails. C'est important que vous ayez son acceptation avant, sinon elle ne va pas vous écouter. Ensuite, vous allez donner les détails. Ensuite, vous allez fixer avec votre collaborateur l'échéance et le moyen de mesure. C'est la gare d'arrivée dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, vous allez fixer les étapes et la manière dont votre collaborateur fera le reporting. C'est lui qui va revenir vers vous, c'est pas vous qui allez le chasser. Et enfin, vous allez fixer avec votre collaborateur les ressources nécessaires. Donc c'est une construction ensemble. Vous allez l'impliquer dans la démarche. Mais on fera bientôt un délégation Reloaded pour revenir là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et le podcast sur la délégation, vous verrez, il est bien fait. Et en fait, il reprend ces étapes-là. Il est dans la série Les outils essentiels que vous pouvez retrouver sur notre site. Ok. Alors, 5e partie. Que faut-il faire juste avant le départ et à notre retour ? C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On va réfléchir à un truc à propos de nos mails parce que vous voulez pas relever vos mails pendant vos vacances. C'est pas terrible de relever ses mails pendant les vacances. En même temps, vous avez peur qu'en revenant, il y en ait 500 dans votre boîte. Donc, on a un podcast qui est tout à fait bien fait sur la manière de gérer ses mails. Je vous invite à l'écouter. Mais voilà. Et une animation. Et une animation en vidéo maintenant qui vous permet d'aller à l'essentiel directement et qui sera mise en ligne au moment où on va diffuser ce podcast d'ailleurs. Donc soit vous allez confier la gestion de votre boîte mail à votre référent ou à une assistante, soit vous allez laisser vos mails en attente. Mais dans tous les cas, évidemment, vous allez mettre un message automatique. Donc ce message, il va indiquer votre date de retour. Et dans le message, selon la méthode que vous aurez choisie, vous allez soit dire que vos mails ne seront lus qu'à votre retour et vous donnerez les coordonnées de votre référent en disant en attendant c'est mon référent qu'il faut solliciter, ou bien vous allez vous indiquer directement que votre référent reçoit automatiquement les mails pendant votre absence. Moi ma préférence clairement c'est de déléguer les mails à votre référent. C'est bien plus efficace, beaucoup plus satisfaisant pour vos contacts, puisqu'ils vont pas dire mince je vais devoir attendre tout ce temps là, non, ils vont comprendre qu'ils vont avoir une réponse tout de suite sans rien faire. Et en plus, quand vous allez rentrer, votre boîte mail elle sera à peu près à jour. C'est-à-dire, votre référent il aura mis de côté les mails vraiment où il ne sait pas quoi faire, mais il aura expédié le courant et c'est vachement important. Mais par contre, ce que tu veux dire, c'est que les mails seront carrément transférés au référent ou simplement on dit si vous voulez contactez machin. C'est l'un ou l'autre en fait. Moi je préfère un transfert en temps réel. Je trouve que ça marche. D'accord. Maintenant, vous n'avez pas forcément envie qu'ils voient tous vos mails pour des raisons diverses et variées, mais voilà, l'idéal c'est quand même qu'ils les reçoivent directement. C'est beaucoup plus transparent pour votre interlocuteur et c'est beaucoup plus responsabilisant pour votre référent. Maintenant, vous pouvez aussi vous dire non, moi je préfère que mon interlocuteur choisisse ou pas de faire appel au référent ou attendre mon retour. Vraiment, d'accord. Ça c'est un peu selon vous. Moi j'ai la préférence, je vous dis, pour un traitement en direct parce que c'est plus efficace. Bah oui. Et oui, il ne faut pas oublier de faire la même chose sur votre téléphone. Souvent on pense à changer notre message sur la boîte mail, mais le téléphone c'est toujours le même message qui dit je vous rappellerai dès que possible. C'est pas vrai, vous allez être absent jusqu'à telle date. Donc même message sur le téléphone que sur la boîte mail. Ensuite, vous allez briefer votre référent, votre équipe, et faire une note générale pour l'entreprise. Donc, à votre référent, vous allez expliquer 2 choses hyper importantes avant de partir, que vous lui avez déjà dites, mais que vous allez lui répéter. Il devra vous rendre compte de ce qui s'est passé pendant votre absence. Mais, pas pendant votre absence, à votre retour.
vous voulez pas qu'il vous envoie toutes les 5 minutes un SMS pour vous dire où il en est. Surtout pas. Et vous n'allez pas l'appeler non plus. Vous allez le prévenir, je te fais confiance. Je vais m'efforcer de ne pas t'appeler parce que je te fais confiance. Et ensuite, vous allez lui expliquer que vous allez juger sa performance sur le nombre de fois où il aura été obligé de vous appeler. Clairement, moins il vous appellera, mieux il sera évalué. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est pour votre référent. Ensuite, votre équipe, vous allez lui expliquer la même chose. Ils vont vous contacter qu'à travers le référent qui lui-même a pour instruction de vous appeler le moins possible. Vous allez aussi leur expliquer qu'ils doivent essayer de se débrouiller entre eux en faisant jouer la solidarité. Ça, c'est une des clés aussi de la libération. C'est d'apprendre à votre équipe à être autonome et de se référer les uns aux autres plutôt que de tout vous demander. Le réflexe, quand on a un problème, c'est de demander son avis à un collègue. Et aussi, vous leur direz, je vais juger votre autonomie, et moi-même je vais me juger, à travers votre capacité à gérer de manière autonome ce qui va se produire pendant que je ne suis pas là, au sein de l'équipe. Et ensuite, à votre entreprise, vous allez adresser une note générale en disant, en mon absence, je vous remercie d'adresser vos demandes à mon référent, Charles, qui me représente pendant cette période. Clairement, vous allez transférer comme ça. Alors, on ne transfère jamais une responsabilité, on l'étend. Hein. On en a parlé aussi dans le podcast sur un podcast qui s'appelle Délégation et responsabilité. Mais voilà, vous allez effectivement annoncer aux gens, quand je ne suis pas là, c'est à Charles qu'il faut parler. D'accord. C'était pas Charles, c'était Jean d'ailleurs. Mais et à notre retour. Alors, quand vous allez rentrer, en fait, vous allez écouter le reporting que va vous faire votre référent. Et vous allez écouter chacun en un à un, évoquer ses joies et ses soucis pendant votre absence. Comme ça, un petit peu pour recueillir ce qui s'est passé. Peut-être que des gens vont se plaindre du référent, on dira il s'est pris pour le petit chef, machin, etc. Bon, c'est tout, vous écoutez, c'est des informations intéressantes. Et puis, à la prochaine réunion d'équipe, vous ferez une synthèse, parce que c'est vachement important que vous vous posiez la question, en fait, de ce qui s'est bien passé, d'une part, et ce qu'on peut améliorer, d'autre part. Et là, sur ce qu'on peut améliorer, je vous conseille d'être conciliant. Les choses, certainement, elles ne se seront pas faites aussi bien que si vous étiez là, et surtout, elles se sont peut-être faites différemment. Et différent, ça ne veut pas dire moins bien, ça c'est important. Mais même si c'est un peu moins bien, ça a été fait quand même, avec de la bonne volonté, et finalement, est-ce que vous le mettez dans la case positif ou négatif, c'est à vous de le dire, mais quand même, je pense qu'il faut que vos collaborateurs sentent votre satisfaction et votre confiance. C'est vraiment important. Et pour ce qui s'est mal passé, faut être positif, faut dire bon alors qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Et puis on le note, et puis comme ça la prochaine fois on mettra ça en application. Mais le plus important, ce que vous devez retenir quand vous rentrez, c'est que vous allez devoir éviter de reprendre les tâches que vous aviez confiées. Donc en fait vous les avez un petit peu pas arnaquées, mais vous leur avez dit quand je reviendrai évidemment je reprendrai. Non, si vous pouvez éviter de reprendre, ne reprenez pas. Oui, et puis c'est très important qu'ils sentent notre confiance et notre satisfaction. Tout à fait. Ok. Un dernier petit conseil ? Non, mais oui, je vais vous dire, le plus important, évitez vraiment d'appeler pour prendre des nouvelles. Évitez de faire ça, parce que vous ouvrez la porte à la délégation inversée. D'accord. Alors, un résumé des points importants. Alors, il faut vous y prendre à l'avance, c'est-à-dire 5 à 10 semaines avant votre départ. 4 semaines, c'est encore possible, mais ce sera un service minimum. Même si là, vous êtes à 1 semaine de votre départ, nommez un référent, puis vous verrez comment ça se passe. Mais moi, je vous conseille d'anticiper. Ensuite, vous devez nommer et préparer un référent. Je sais que vous allez vous dire, ouais, mais ça va créer des jalousies, etc. Ok, d'accord, mais c'est important quand même. Déléguer un maximum de choses, ça doit être votre obsession en tant que manager. Je le répète, vous devez déléguer tout ce que vous pouvez déléguer. Utilisez notre méthode de délégation en voyant cette délégation comme un processus. Rappelez-vous l'image des gares. Acceptez que ce soit un peu moins bien que quand c'était vous. Ça va quand même, avec le temps, devenir mieux que quand c'était vous. Ne reprenez jamais ce que vous avez délégué. N'appelez pas pour prendre des nouvelles, je crois que j'ai déjà dit, mais je vous le dis encore. Et puis évidemment, je vous conseille d'écouter notre podcast sur la délégation. Okay. Voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine et puis donc de bonnes vacances. Oui. À bientôt. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour la partie podcast. Si vous voulez recevoir par mail le mode d'emploi du départ en vacances, je vous l'ai dit en début de podcast, il faut que vous soyez abonné au mail privé. Pour vous abonner au mail privé, c'est très simple. Soit vous cliquez sur le lien qui est juste en descriptif du podcast, et si vous ne trouvez pas ce lien-là, c'est simple aussi, vous allez sur le site www.outildumanager.com et vous cherchez mail privé dans le menu. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances et beaucoup de courage à ceux qui restent. À bientôt. Au revoir.